Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal. Aujourd'hui, un interlude entre deux saisons. La fourmi dans la coquille, intermède vers le Brévent. Il est 4h du matin. Sous mon tarp, en boule dans mon duvet, je ne dors pas. Je n'ai aucune idée de la température, mais malgré l'absence de vent, le froid est suffisamment piquant pour que j'hésite entre sortir le nez pour respirer ou le garder au chaud dans mon duvet et atteindre le point critique où l'humidité de mon souffle se transformera en humidité dans le duvet. Je décide de me lever. Autant bouger pour profiter de la chaleur dégagée par mes muscles plutôt que de grappiller 1 heure ou 2 vautré dans l'inconfort. Il fait nuit noire et la lune est aussi absente que les nuages, si bien que je dois trouver ma lampe frontale à tâtons sous l'ombre du tarp malgré la splendide lueur de la Voie lactée. La montagne forme une barrière insondable sur un bon tiers du ciel, mais elle n'est pas menaçante et je ressens même sa présence comme protectrice. Après tout, c'est à elle que je m'accroche face au vide. Je suis à 1800 mètres seulement, mais mon tarp est raidi par le gel, je dois le craquer pour le rentrer dans mon sac. C'est une grave erreur et j'aurais dû savoir que ce gel se transformerait vite en eau dans le sac, mais il est trop tôt pour penser à tout. L'eau, on n'en a jamais assez dans la gourde, mais toujours trop partout ailleurs. La matinée commence en terrain facile, par une descente douce dans le vallon pour traverser la Diosaz vers 1500 mètres, avant d'attaquer les 1000 mètres qui me séparent du sommet du Brévent. Après un petit déjeuner au bord de la rivière, je devrais arriver au sommet un peu après le lever du soleil. Non pas que je m'inquiète des horaires et des durées de marche, cela fait une dizaine de jours que je chemine seul dans la montagne, à pied, et j'ai enfin perdu cette mauvaise habitude de planifier mes journées. À vrai dire, je ne sais pas exactement combien de jours se sont écoulés depuis mon départ des rives du Léman. Passé une première semaine de vie sauvage, on apprend le bonheur simple de vivre au présent sans vouloir planifier le futur ni constamment regarder le passé. Dans ce présent, je compte bien profiter des aiguilles rouges que je ne connais pas encore en attaquant l'ascension du Brévent par le nord, par les chemins de rando à pas de tortue avec mon sac lourd qui me permet la vie en autonomie plusieurs jours d'affilée. Et sans me soucier des horaires donc, mon petit déjeuner sur le petit pont enjambant la Diosaz se fait en compagnie d'un couple de randonneurs qui ont passé la nuit là, après avoir descendu le Brévent la veille. On papote, on se réchauffe, les mains au-dessus du brûleur qui chauffe l'eau du café, on se raconte les bouquetins placides, les marmottes grasses, les chamois vifs, l'aigle majestueux, mais aussi les innombrables criquets, les papillons étincelants, les colonnes de fourmis et la bande de chocards, et on se dit qu'il serait bien dommage de ne plus s'émerveiller des rencontres avec ces bêtes devenues pourtant quotidiennes, à dormir avec elles au creux des combes. On se raconte aussi les paysages, la blancheur des glaciers en retrait, avec le même émerveillement, teinté d'une peine intense à la conscience d'assister à leur disparition. À force de récits, donc, j'entame l'ascension peu avant le lever du soleil. Mais sur mon chemin du nord-ouest, la pointe des Vios et l'aiguille de Charlanon me couvrent de leur ombre jusque tard dans la matinée, et c'est en pleine montée que les rayons jaunes me frappent. En l'espace d'un quart d'heure, je me défais de ma veste coupe-vent, de mon pull en polaire, de mon sous-pull à manches longues et transforme mon pantalon en short. Du moment où je dois remuer les doigts pour éviter l'engourdissement du froid à celui où la transpiration me colle le t-shirt dans le dos, il ne semble s'être passé que la durée d'un cri de marmotte. Mon ascension ralentit et devient nettement moins amusante. S'il est facile de lutter contre un froid raisonnable entre le gel et les 10 degrés, la marche étant d'ailleurs le moyen le plus efficace, une marche en altitude sous une chaleur qui paraîtrait raisonnable en plaine tourne vite pour moi au calvaire. Mais à force de persévérance, ébloui par le paysage, motivé par les myrtilles, j'arrive au col et au pied d'un névé rafraîchissant mais rendu particulièrement glissant par les rayons du soleil. Je résiste à l'envie de m'allonger sur cette neige qu'on disait éternelle à l'époque, mais qui, j'en suis sûr, 15 ans plus tard, ne passe plus les étés. Non pas que je me refuse ce genre de petit plaisir en chemin, mais la présence de quelques randonneurs plus haut m'en dissuade. Je m'étonne par ailleurs de cette présence, habitué que je suis à ne pas croiser plus d'une poignée de randonneurs chaque jour, et je décide, plutôt que de monter directement au sommet, de faire le tour du pic par l'ouest et le monter au sud.
La falaise qui me surplombe est raide et me cache l'est, la vallée de Chamonix et la chaîne du Mont Blanc. Au sud, une échelle fixe de quelques mètres m'attend et la quinzaine de kilos de mon sac se fait bien sentir lors de ce dernier effort suspendu au-dessus d'un vide splendide. Tout aussi splendide se révèle être la vue sur le Mont Blanc, récompense d'un effort intense, mais que j'ai fait à mon rythme. Je plisse les yeux pour essayer de deviner mon itinéraire du lendemain après mon ravitaillement aux houches qui passera sous l'aiguille du goûter et ses flancs escarpés pour rejoindre le glacier de Bionnassay que je ne vois pas encore. Et je m'étonne, comme à chaque col ou sommet, de la capacité de mes pieds et cuisses à me porter si loin et si haut chaque jour. Je suis soudainement tiré de ma torpeur par de nombreux cris. Des gens qui parlent trop fort dans la quiétude de cette montagne habituellement si sereine. Je me retourne et je manque de chavirer dans le vide face à l'incongruité de la présence de cet homme en t-shirt, sans matériel, une glace à la main, en tongs. Passé ma première réaction, c'est-à-dire lâcher un merde un peu trop sonore, je m'avance un peu plus et découvre derrière le sommet la gare de téléphérique amenant les touristes directement depuis Chamonix. L'homme en tongs se prend en photo devant le paysage, poste la photo sur ses réseaux sociaux virtuels sans plus d'attention à la vie réelle, avant de retourner à petite foulée, handicapé par ses tongs, attraper la cabine du téléphérique qui repart. L'idée me traverse l'esprit de laisser traîner un bout de corde sur son chemin, au bord d'un vide de plusieurs centaines de mètres, et d'étudier ce qu'il adviendra de lui. Je viens de vous lire un petit texte que j'ai écrit qui raconte une histoire que j'ai vraiment vécue en randonnée, en allant du Léman jusqu'à la Méditerranée en 25 jours de marche en solo dans la montagne. 25 jours de vie sauvage. C'est un exemple que je prends en conférence pour faire le parallèle avec l'intelligence artificielle où je compare l'IA au téléphérique qui amène en haut de la montagne et nous épargne l'effort mais nous fait perdre aussi les histoires à raconter. Je tiens à conclure cet intermède en vous lisant un extrait de la préface de Jean Giono écrite pour l'Opéra de Pic, le magnifique livre d'illustration de Samy Vell. Sur une plage, enfin je veux dire, au niveau de la mer, à cette altitude zéro, on peut rencontrer aussi bien un génie qu'un imbécile, avec toutefois 100 000 chances contre une pour l'imbécile. À l'altitude 3000, celui qu'on rencontre, il y a 99 chances sur 100 que ce soit un type bien. Évidemment, je parle d'un temps sans funiculaire, monte-pente et autres pousse-cul. Il n'y avait aucune raison de nous hâter. Vers quoi ? Puisque nous y étions, immobiles et surtout sans voix, nous entendions s'agrandir nos mesures. La foule arrivait dans la montagne, non pas dans le désir de s'y apurer et d'y agrandir ses mesures, mais elle charriait avec elle ses mesquineries, ses petitesses, ses maladies, ses vices, ses perversions, ses défauts, sa saleté. Elle ne venait pas laver aux sources la saleté de son cœur, elle venait salir les sources. La montagne ne comptait pas. Elle ne comptait pas en réalité, c'est ce qu'il nous fallut à la fin comprendre. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Tout au long de ce podcast, vous avez pu entendre les musiques de Beth Quist, Aluminum Forest, Mountain Sounds, Tellarama, Chris Harvey et Falling You. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à produire ce podcast entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé ce podcast, rendez-vous sur lafourmi.media pour nous soutenir en faisant un don ou bien nous suivre sur nos réseaux sociaux et vous abonner à la lettre d'information du podcast.